Nous rejoignez, Madame, Messieurs, merci de rester avec nous pour cette nouvelle édition sur BIOAN. À la une de l'actualité, une clôture ponctuée d'humour, de tragédie, d'interprétation et d'un mixage assaisonné à la sauce quinoise. Le Black History Month a fermé ses portes à Kinshasa. Le rendez-vous de la dignité noire a réuni Américains, Congolais et autres nationalités pour célébrer les valeurs noires africaines et intérioriser la lutte qui mène à l'identification de soi. Alors que la ville est quasiment plongée dans une soupe noire depuis plusieurs mois, la Société nationale d'électricité va en campagne de communication. La pourvoyeuse d'énergie en RDC tient à porter la lumière sur son fonctionnement à travers des journées portes ouvertes initiées, une manière pour cette société de faire et gagner la confiance et de rencontrer les préoccupations de sa clientèle. Et puis dans ce journal, un tour d'actualité politique de l'heure avec le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, qui est revenu dans son traditionnel speech devant la presse éclairer l'opinion sur les faits qui ont marqué ces derniers jours de la vie politique congolaise. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Je l'ai dit tout à l'heure, 3 points à l'ordre du jour de la conférence de presse du ministre de la Communication et des Médias. Il s'agit notamment de la dernière visite du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en République démocratique du Congo, de l'interprétation erronée du plan stratégique de développement de la RDC, mais aussi de la réaction internationale après la condamnation des membres de la Lucha la semaine dernière à Goma. Le condensé dans ce reportage de Gabriel Mikoubou et Christian Elongo. Visage serein, avec un air bon enfant, Lambert Mende Malanga se livre à sa traditionnelle rencontre avec les chevaliers de la plume. Pour cette énième conférence de presse, plusieurs sujets d'actualité étaient sur la sellette du ministre, notamment la récente visite du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Il a exprimé sa préoccupation face au retard intervenu dans la mise en œuvre du calendrier électoral et a encouragé toutes les parties prenantes à convenir d'un calendrier électoral consensuel. De la question sur l'interprétation du plan stratégique de développement de la RDC, le porte-parole du gouvernement évoque une mauvaise lecture de certaines opinions sur le sujet. Le développement autocentré d'un pays ne s'accommode pas des improvisations. Le développement d'un pays doit, au contraire, s'inscrire dans un cheminement linéaire qui transcende les mandats politiques des dirigeants, qui transcende même les générations. Et prétendre, comme le font les pourfendeurs du plan stratégique de développement du président, que pareille stratégie participerait d'une violation de la Constitution est tout simplement aberrant. Lambert Mende est revenu à la vague des réactions internationales sur la justice congolaise après les condamnations de membres de la Lucha à Goma dans le Nord Kivu. En effet, ceci révèle un mépris profond à l'égard de la Constitution et des lois congolaises qui consacrent l'indépendance des institutions judiciaires. Indépendance vis-à-vis du gouvernement congolais, indépendance vis-à-vis des autres gouvernements étrangers et indépendance, a fortiori, vis-à-vis du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et pour boucler cet entretien avec la presse, le ministre des Médias congolais annonce une correspondance à RFI dans laquelle le gouvernement congolais fustige le traitement jugé impartial des actualités concernant la RDC de la chaîne Radio France Internationale. Autre sujet d'actualité qui fait débat, c'est l'interprétation polysémique de l'article 70 de la Constitution. Pour l'opposition, le chef de l'État doit céder le tablier à une présidence intérimaire après le 19 décembre prochain. La majorité crie à une interprétation biaisée de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Réaction dans ce reportage. L'article à la base de diverses interprétations, c'est la 70 qui évoque la question de la fin du mandat du chef de l'État. Le président de la République est élu au suffrage universel direct avec un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et c'est ce dernier idéal qui alimente le débat entre majorité et opposition. La CENI convoque le corps électoral 90 jours avant l'expiration du mandat du président en fonction. Donc, avant l'expiration
du mandat du président en fonction, nous devons avoir un président élu. C'est ça la Constitution. Il n'est pas possible de ne pas avoir de président élu avant la fin du mandat de celui qui est en fonction. C'est ça la Constitution. De telle sorte que on ne peut pas attendre au-delà du jour entre l'élection du nouveau président et son installation pour que le président en exercice fasse le vide, qu'il parte. Une analyse anticonstitutionnelle, je n'ai même pas à interpréter. C'est la Constitution qui s'applique dans toute sa rigueur. Donc je ne peux pas suivre le point de vue des démarcheurs politiques, de ceux qui veulent violer la Constitution. Donc, respect de la Constitution, à cet article 70, quand vous allez lire l'article qui parle des sénateurs, vous trouverez que c'est dans l'esprit de cet article que les sénateurs de l'opposition radicale continuent à siéger. Si aujourd'hui les sénateurs siègent dans le respect de la Constitution, pourquoi cela ne peut pas l'être pour un président de la République? À l'allure où vont les choses, la Cour constitutionnelle est fort attendue pour départager les uns des autres. L'attente aura été longue pour lever les suspens autour de la liste provisoire des gouverneurs et vice-gouverneurs de la République démocratique du Congo. Et c'est finalement dans les premières heures de ce lundi que la CENI a publié cette liste. Au total, 135 dossiers ont été réceptionnés et traités, 76 candidatures jugées recevables et 21 rejetées. Un délai de 2 jours allant du 1er au 2 mars a été accordé pour les dépôts des recours en contestation. L'on écoute le président de la Commission électorale nationale indépendante. La plénière de la CENI a siégé et le fruit de cette délibération amène à la proclamation ou à l'annonce de listes provisoires des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. La plénière a décidé de 2 décisions. La première, celle portant sur les candidats recevables. La deuxième, celle portant sur les candidats non recevables. Le message le plus important à donner aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants est juste celle d'annoncer que le délai de 2 jours allant du 1er au 2 mars 2016 est ouverte pour le dépôt de recours en contestation des listes de candidatures devant les cours d'appel compétents. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, alors que la ville de Kinshasa est quasiment plongée dans une soupe noire, la Société nationale d'électricité va en campagne de communication. Depuis ce lundi, elle organise des journées portes ouvertes. Objectif, se rapprocher davantage de sa clientèle et surtout rencontrer ses préoccupations en vue d'améliorer la qualité de ses services. Durant 5 jours, la population quinoise pourra se faire une idée exacte du fonctionnement de la Société nationale d'électricité. 5 journées portes ouvertes à Kinshasa pour convaincre. La Société nationale d'électricité en campagne de communication. Cette entreprise tient à redorer son image, ternie par des délestages à répétition, ainsi que par la mauvaise qualité de l'électricité desservie. Les réclamations des clients qui rencontrent le vouloir de la SNEL, qui tient à fixer sa clientèle sur sa politique. Nous recevons souvent des réclamations de notre clientèle à divers niveaux. C'est une des directives de l'année 2016 de communiquer davantage et de pouvoir nous rapprocher de la clientèle de telle manière à mieux comprendre ces réclamations, ce qui nous permettrait de pouvoir améliorer la qualité du service que nous rendons à la clientèle. Elles ne vont pas simplement se dérouler ici à Gombe, mais elles vont se déplacer dans d'autres coins également de la ville et dans d'autres provinces. Nous sommes une société commerciale et donc le client est au centre de nos préoccupations. Lorsque le client appréhende nos plans, il va mieux se comporter.
Parmi les autorités venues pour ces journées portes ouvertes, le ministre de l'Énergie qui exhorte la population tout entière à une bonne utilisation de l'énergie électrique. Vous ne devez pas ignorer que c'est une société nationale. Donc ce n'est pas une boutique. Et donc elle est extrêmement importante et même à la limite monumentale. Et donc elle va prendre, disons, ses proportions pour pouvoir aligner la technologie nécessaire pour pouvoir donner satisfaction à la clientèle. Lorsque vous gardez vos lampes éternelles toute la nuit, toute la journée, vous participez au délestage. Tellement que les mots gangrènent toute la République, les journées d'échange ne seront pas seulement organisées à Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces du pays où la SNEL peine à desservir correctement sa clientèle. L'on espère que ces journées portes ouvertes vont pouvoir donner des réponses aux préoccupations des Kinois sur la desserte en électricité. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse vient de signer un protocole d'accord avec la commission de l'Union africaine. Ce protocole d'accord que vient de décrocher l'UPG se fera accompagner d'un plan d'action pour l'épanouissement de la jeunesse. La cérémonie des signatures est intervenue le week-end dernier à Addis Abeba. C'est un défi de taille que vient de relever la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse et son équipe. Un défi relevé par la signature d'un accord historique entre l'Union panafricaine de la jeunesse et l'Union africaine. Les deux parties s'engagent à promouvoir les droits et la participation effective des jeunes Africains dans les affaires et le développement du continent. À travers les grandes lignes de ce protocole d'accord figure la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, ainsi que la mobilisation conjointe des ressources par l'Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l'Union africaine. Il faut dire que la signature de ce protocole d'accord intervient une année après de longues négociations menées par Francine Muyumba et son équipe. Véritable sujet de satisfaction, la présidente de l'UPJ n'a pas manqué de remercier personnellement le Dr Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, pour avoir autorisé cette signature. Cela prouve que cette commission accorde une place importante à la jeunesse. Ce protocole d'accord, accompagné d'un plan d'action, prévoit déjà dans son cahier de charge le 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse, qui sera organisée à Banjul en Gambie en mai 2016. Oui, cette autre signature tout aussi importante, toujours à Addis Abeba, c'est celle du document final sanctionnant la tenue de la première conférence ministérielle sur la vaccination. Par cet acte, Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo et CPR, ont pris l'engagement de faire de la vaccination une priorité. Ils étaient au total 51 États africains à participer à cette grande rencontre de la santé. 51 États africains et leurs partenaires ont pris l'engagement de poursuivre leurs efforts de financement dans le secteur de la vaccination. Engagement pris au siège de l'Union africaine à Addis Abeba à l'occasion de la première conférence sur la vaccination tenue du 24 au 25 février. Objectif, renforcer la vaccination et atteindre l'accès universel à la vaccination d'ici 2020. Le ministre congolais de la Santé publique, accompagné du directeur du programme élargi de vaccination et du représentant de l'OMS en RDC, a signé la déclaration finale pour le compte de la RDC. Félix Kabange-Numbi a lors des échanges présenté les avancées de la RDC en ce qui concerne la vaccination. La République démocratique du Congo, mon pays, a adhéré depuis 1998 à l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Et en novembre 2015, la RDC a été déclarée pays libre de circulation pour le virus sauvage. Il faut noter également qu'il y a eu un renforcement de la surveillance épidémiologique. On a mis des équipes à travers tout le pays et aujourd'hui ces équipes de surveillance travaillent pour les autres épidémies, qu'il s'agisse de la rougeole, du choléra, mais également pour Ebola. Des sujets importants ont ponctué cette rencontre, à savoir la maladie Zika qui frappe en Amérique latine et qui guette l'Afrique, mais aussi le faible budget que certains États africains allouent à la santé. 25% des problèmes de santé se trouvent en Afrique. Mais l'Afrique ne bénéficie que d'1% seulement des dépenses totales de santé de la planète. Donc, quels que soient les efforts que nous ferons dans nos pays respectifs, nous serons toujours dépendants des pays riches qui doivent encore dépenser pour que nous puissions résoudre également nos problèmes de santé. Mais il y a un problème. Nous ne pouvons pas dépendre totalement des pays riches et des donateurs.
accroître le budget alloué à la santé et deuxièmement, à pouvoir investir dans la vaccination. Mais on nous demande à nos gouvernements de pouvoir supporter les vaccins de routine. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, dont l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, devenu ambassadeur de l'Alliance globale pour la vaccination, Gavi. Retour à Kinshasa pour parler médias. C'est parti pour le premier forum national sur les contenus médiatiques pour un processus électoral crédible et apaisé en République démocratique du Congo. Forum de 3 jours qui réunira des journalistes, de l'audiovisuel, de la presse écrite et la presse en ligne. C'est une manière pour l'ONG canadienne journaliste pour des droits humains d'amener les professionnels des médias à produire un contenu responsable et inclusif pour les futures échéances électorales en RDC. Décryptage sinistre de l'ONG journaliste pour les droits humains sur les échéances électorales de 2006 et 2011 en République démocratique du Congo. À l'occasion de la tenue du premier forum national sur les contenus médiatiques pour un processus électoral crédible et apaisé en RDC, l'organisation non gouvernementale canadienne revient sur cette période électorale où la diffusion par la plupart des médias a été caractérisée par des programmes inadaptés, souvent partisans et haineux. Nous, c'est la fin. Donc, nous attendons vraiment la fin parce qu'il y aura un cahier de charges que les journalistes vont produire, qu'ils vont donner à JDH et à d'autres intervenants dans les secteurs médiatiques pour permettre à ce que la couverture des élections, donc les prochaines élections, soit tout à fait bonne, soit telle que nous la pensons, telle que nous la voulons. Pour moi, c'est un honneur et pour vous, c'est une opportunité de réfléchir, bien penser comment est-ce qu'on veut se débrouiller dans ce contexte assez compliqué. De ce forum de 3 jours, les journalistes de Kinshasa et d'autres provinces du pays seront soumis à des ateliers et séminaires de mise à jour qui leur permettront de produire un contenu responsable et inclusif pour les échéances électorales à venir en RDC. Je suis certaine que ce forum sera une contribution positive à des élections libres, transparentes et apaisées. Car on ne dira jamais assez de l'importance et de la nécessité d'une presse responsable durant les périodes pré- et post-électorales. Durant la période préélectorale, en effet, les médias ont le devoir de sensibiliser les citoyens sur les enjeux des élections et les modalités du scrutin. Pendant la campagne électorale, ils doivent permettre aux citoyens d'avoir accès à suffisamment de renseignements sur les partis et les candidats en lice pour s'assurer qu'ils procèdent à un choix éclairé. Le premier forum national sur les contenus médiatiques pour un processus électoral crédible et apaisé en RDC est une assise rendue possible grâce à la participation technique et financière de l'ambassade du Canada en RDC. L'actualité maintenant dans nos provinces, d'abord avec cette situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Nouveau carnage ce lundi dans le territoire de Beni. Le bilan actuel fait état d'environ 13 personnes tuées à coups de machette dans 3 villages situés en groupement de Bamboula Kisiki à l'ouest de la localité de Maïmoya. Ce carnage sera attribué aux présumés rebelles ougandais ADF Nalu et en réaction, la société civile de cette région appelle l'armée à s'adapter en mode terroriste. Les villages frappés par les assaillants sont situés à environ 20 km à l'ouest de la position FRDC de Samboko selon les commandements de l'opération Soukoula 1. Son porte-parole intérimaire, lieutenant Makazoukaï, qui parle de 13 morts et 4 portés disparus, annonce par ailleurs que les assaillants auraient vengé les bombardements de leur position par la coalition FRDC MONUSCO. L'ennemi a laissé derrière lui un trac dans lequel il a dit qu'il serait vengé de dernières attaques de bombardement de FARDC de ses positions. Il aurait subi beaucoup de pertes et pour se venger, il a fait cette incursion et il demande au FARDC de ne plus bombarder ses positions. Chose que nous rejetons tout de suite parce que nous sommes plus que déterminés à mettre fin à cette aventure. En réaction, la société civile de Maïmoya, qui parle plutôt des 11 morts et la mise en feu de certaines maisons, appelle l'armée à s'adapter au mode terroriste. En tout cas, la situation exacte est des 11 personnes tuées à Ndombi, un village périphérique de Maïmoya, à l'ouest de Maïmoya,
ils ont brûlé une maisonnette et puis ils ont tué là 6 personnes. En tout cas, je demanderai à nos militaires, à nos vaillants combattants de FARDC de lancer une opération de grande envergure. On croit qu'il y a un relâchement des opérations parce que les carnages encore recommencent. Et c'est lundi, le staff du commandement de l'opération Soukoula 1 s'est rendu à Maïmouya afin de définir les stratégies pouvant aboutir à la mise en déroute des assaillants. Oui, cet appel à l'extradition de l'ancien cadre du mouvement du 23 mars, le colonel autoproclamé Séraphin Mirindi. Différentes couches sociopolitiques du Nord Kivu continuent à exiger son transfert vers la RDC, une réclamation qui intervient 5 jours après l'annonce de l'arrestation de cet ancien chef du CNDP par le Conseil provincial de sécurité de la région. Des détails avec notre permanent sur place, Patrick Sialoua. Je commence d'abord par saluer les autorités de notre pays par rapport à leur diplomatie qui aujourd'hui nous voyons les fruits de l'accord cadre à son article 4 d'Addis Abeba par rapport à la collaboration de nos pays frontaliers. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement continue à faire son travail, le travail qu'il a fait jusque-là. Il faut que Séraphin Mirindi soit extradé et enfin qu'on puisse démanteler tous les réseaux des ennemis de la République. Parce que nous, les gens du Nord Kivu, nous avons beaucoup souffert de cette guerre et nous disons assez. Heureusement que le gouvernement nous appuie là-dessus. Vous savez, les rébellions, ils ont commencé toujours par le Rwanda, que ce soit l'AFDEL, que ce soit le RCD, que ce soit les CNDP, les M23. Et nous, la population, nous croyons que notre malheur vient toujours du Rwanda. Mais nous sommes vraiment étonnés positivement de voir que c'est le Rwanda qui prend maintenant la responsabilité d'arrêter tous les fauteurs de troubles de notre République sur son territoire. On ne doit pas seulement se contenter d'être satisfait, mais il faudrait d'autres actions des deux États. De la RDC d'abord, de surveiller de très près ses frontières, d'autant plus que jusque-là, c'est déjà 24 heures sur 24 pour que nos frontières soient ouvertes. Il serait mieux que nos services en RDC soient très vigilants, mais aussi au Rwanda. Mais je rappelle aussi que c'est un seul monsieur qui a été appréhendé. Ça veut dire que ce n'est pas lui seul qui préconisait l'attaque sur une de nos villes ici à l'Est. Nous pensons qu'il serait mieux qu'on puisse mettre hors d'état de nuire toute sa bande. Il s'agit des propos recueillis par Patrick Sialoua, notre correspondant dans le Nord Kivu. Et l'actualité dans cette province a été également marquée par cette causerie morale entre des éléments de l'unité de la police de protection des civils et le commissaire provincial adjoint de la police Nord Kivu chargé de l'administration. Il leur est reproché d'être à la base des tracasseries lors des opérations de destruction des marchés pirates à Goma. Tout a commencé par une minute de silence en mémoire des 3 policiers tués le week-end dernier dans les Massissi par les ennemis de la paix. Prenant la parole devant ces éléments de la police, garnison de Goma, le colonel Van Kassongo, chargé de l'administration au sein de la police Nord Kivu, a rappelé à l'ordre les éléments de l'unité de police de prévention civile affectés dans l'opération contre les marchés pirates au chef-lieu de la province. Vous êtes dans un siècle urbain. Il y a un gestionnaire. Avant de poser tout acte, soyez en contact avec le commandant. Les arrestations arbitraires des mamans pauvres. Tika Dilokowana. La police est là pour prévenir. La police est là pour trouver des solutions à l'amiable. La police n'est pas là pour exercer seulement la deuxième phase qui est la phase répressive. Tokani okuti mama azoteka biloko na ye na esika oyo esengeli te senga ye na botosi nyonso. Pour rassurer la population sur sa sécurité, les éléments de la police sont appelés à se rapprocher plus de celle-ci. La tournée, c'est quelque chose qui rassure la population. Ça pousse à la population d'être sûr que nous sommes sécurisés. Parce que la nuit, tout le monde ne sort pas. Il y a quelques-uns qui se déplacent de telle maison à telle autre. Mais Namoy, Batebele, Batambola. Et quand ils voient la présence de la police, chacun dans son secteur, ça rassure. Et ça donne du courage de tous se comporter et de ne pas avoir peur des inciviques.
Et ça nous permet aussi de décourager ces inciviques qui dérangent la population. Natongo, Namoïpe, Nabutu. Parlant de l'assassinat des 3 policiers dans le Massissi, le colonel Van Kassongo affirme qu'une équipe d'enquêteurs est déjà à pied d'œuvre pour identifier les auteurs de cet assassinat qui vient d'affecter la police Nord Kivu. Et enfin, cette dernière nouvelle par rapport au Nord Kivu, la ville de Butembo a désormais sa principale route asphaltée. En séjour de travail à l'est de la République démocratique du Congo, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a inspecté cette voirie en compagnie du maire de la ville et certains de ses collaborateurs. Avec ses 4 voies, la traversée de Butembo, qui est la principale route de sa voirie, vient de donner une toute autre image à cette ville. Asphaltée sur l'ensemble de ces 8 km, avec des passages pour piétons pavés de part et d'autre de la route, ce prolongement de la route nationale numéro 2 fait peau neuve après un temps d'interruption des travaux par manque de financement. En compagnie de Robert Moukoko, conseiller principal en charge des infrastructures auprès de la présidence, et du maire de la ville, Fridolin Kasushi Musoka a inspecté ce projet l'avant-midi de ce 29 février. Les travaux exécutés par la firme chinoise Sino-Hydro, grâce au financement du contrat sino-congolais, ont atteint ce jour même l'étape de la pose des marques au sol. Une réalisation qui réjouit la population de Butembo, le maire en premier. Butembo voit donc pour la première fois une route asphaltée. Son Excellence, Monsieur le ministre, nous l'avons accueilli à Kangoté dernièrement. Il est descendu sur les chantiers. Il a vu les matériaux et tout était fait prêt. Il ne suffisait qu'un petit coup de sifflet pour que les travaux reprennent. Et les travaux auraient pris à pas de géant. Tunaremercia kwa president wetu kwa kwanza ametutengenezea barabara. Justi wa taximene tulikuwa nateseka sana. Manani Mbarezi ilikuwa natumaliza, meangalia kwa masiku uko naenda barabara unasikia bie. Maana yake tunasema merci sana kabisa, endelee tu vile. Ça que je ne vous trompe, franchement, cela vient tout profondément de mon cœur. La population de la ville de Butembo remercie le chef de l'État par rapport à cette œuvre grandiose. Un projet annonciateur des grandes transformations futures dans la région au rythme de la mobilisation des fonds, a dit Fridolin Kasushi. Et on va finir sur scène avec cette reconnaissance des valeurs des Noirs qui est finalement une histoire à la fois tragique et révolutionnaire aux États-Unis. Des siècles après la reconquête de leur personnalité, le passage négro est devenu aujourd'hui une banque des données où le monde peut puiser, et les Noirs en particulier, pour leur détermination. C'était le message perspective lors du spectacle riche en couleurs pour clôturer Black History Month à la halle de la Gombe. Black History Month porté sur la scène congolaise et interprété par les Quinois. Un moment de restitution de la façon dont les Noirs ont pris place en Amérique. Ce grand show était un spectacle total offert aux Américains de Kinshasa et à leurs amis. Une dédramatisation du passé tragique d'autrefois. Martin Luther King a bâti par ces 3 méthodes, la violence, la non-violence et l'acceptation. Et maintenant là, on vient de le voir vraiment en face. On a exprimé comment les Noirs américains exprimaient leurs sentiments par le négro spirituel. On a vu aussi comment ils les exprimaient par leur méthode de blues là. C'est que c'est ainsi dans moi que je puisse aimer ma peau noire et que je puisse être fière d'être noire, de montrer que je montre que je suis fière devant les autres qui veulent nous réduire. Nous Noirs, c'est notre temps, on doit s'élever. Ce que nos parents ont vécu doit nous donner la force, quoi. Ce qu'on appelle en anglais le strength, d'avancer et puis de regarder forward, d'avancer, quoi. Je suis là pour en fait valoriser la valeur noire. Je suis là pour rebondir la peau noire que nous sommes. Et je suis là pour en fait montrer aux Noirs quel degré ils ont et quelle force ils ont. Du chant à la chorégraphie bien orchestrée, après un succès sur tous les plans, la directrice de Cali, fière d'avoir presté au milieu de ses apprenants, dit sa satisfaction. The students are fantastic. They weren't professional artists, but they worked. They caught the vision of the 90th anniversary of Black History Month,
And a lot of the creation here was from the students' hearts. Du beau et du vrai sur la planche. Pour le représentant de Barack Obama en République démocratique du Congo, la vision est profonde. C'était magnifique en effet, avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Ils ont certainement parlé des moments un peu tristes de notre histoire, mais dans une manière quand même positive, avec une vision vers l'avenir. Et ça souligne de toute façon les liens profonds entre les États-Unis, l'Afrique et surtout le Congo. Avec autant de similitudes, les talents congolais étaient prêtés au vécu afro-américain pour décomplexer les Noirs. Que vive cette reconnaissance de la dignité noire. Merci, madame, messieurs, de nous avoir suivis à Kinshasa et partout à travers le monde. Je vous retrouve demain.